Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Public Sénat pour suivre en direct les questions cribles thématiques consacrées aujourd'hui à la question des rythmes scolaires. Alors qu'est-ce que les questions cribles thématiques? Eh bien c'est une série de questions posées par les sénateurs à un membre du gouvernement sur un sujet donné. Le sujet est donc passé au crible. Aujourd'hui, eh bien, les sénateurs interrogent Geneviève Fioraso, secrétaire d'État à l'enseignement supérieur et à la recherche, sur la question des rythmes scolaires. Alors, les rythmes scolaires, c'est un sujet récurrent ici au Sénat qui a même donné lieu à une mission spécifique. Parmi les inquiétudes de nos élus, eh bien, les problèmes de financement des activités périscolaires dans les communes, avec le risque que le temps périscolaire ne devienne un temps de garderie, faute de moyens. Tout de suite, direction l'hémicycle pour vos questions cribles. Initiative de la collectivité, nous y tenions, qui peut recevoir l'appui des services spécialisés de l'État renforcés pour l'occasion. Nous nous réjouissons tous ici, bien sûr, de la pérennité des fonds de soutien, mais nous savons aussi que ce n'est pas qu'une question d'argent, mais aussi peut-être une question de ressources locales, d'inventivité et de moyens humains. Nous nous réjouissons aussi de la mise en ligne d'une banque de ressources en ligne visant à mettre à disposition des communes une aide méthodologique et des outils plus nombreux. Madame la ministre, la question que nous nous posons est qu'il serait important que ces outils soient développés rapidement pour permettre à tous ceux qui le souhaitent d'aller vers la généralisation des PEDT. Du coup, je vous pose la question de savoir si un même recensement, qui serait a priori logique, des nouvelles activités périscolaires pourrait être imaginé sur les mêmes bases, de telle sorte que l'on puisse à la fois avoir des échanges de bonnes pratiques, des modalités d'action, des coûts, et aussi éventuellement réfléchir à comment nous évaluons ces activités qui sont mises en place par les collectivités locales pour les enfants de nos territoires. Je vous remercie de votre réponse, Madame la Ministre. Pour vous répondre, la parole est à Madame Geneviève Fioraso, secrétaire d'État chargée de l'enseignement supérieur et de la recherche. Vous avez la parole, Madame la Ministre. Et on vous accueille avec plaisir. Merci Monsieur le Président, mais pour que ce plaisir soit vraiment partagé, je voudrais d'abord vous adresser toutes les excuses de Najat Vallaud-Belkacem, qui est retenue, vous pouvez le comprendre, par les consultations liées à la mise en œuvre du plan cadre en faveur de la laïcité et de l'apprentissage des valeurs de la République à l'école, qu'elle a lancé ce midi même et dont vous avez sûrement pris connaissance. Je m'engage à lui transmettre les remarques que voudrait bien faire et à répondre de mon mieux. Alors la circulaire, Madame Bouchoux, Madame la sénatrice, la circulaire qui a été élaborée à la fin de l'année dernière avec l'ensemble des associations d'élus locaux, les fédérations de parents d'élèves, les associations de jeunesse et d'éducation populaire, a marqué une étape, mais vous l'avez dit, cela n'est pas suffisant. Elle a marqué une étape parce que nous nous sommes mis d'accord sur la généralisation des projets éducatifs territoriaux, les PEDT, et sur quelques principes simples qui faisaient encore défaut. Le PEDT est un outil simple, un outil souple, qui peut s'adapter à la diversité des situations locales et traduit la construction progressive d'une offre éducative locale cohérente, portée par le plus grand nombre et qui assure la complémentarité des activités proposées aux enfants. Le PEDT est un outil partenarial à l'initiative de la commune. Elle en prend l'initiative, elle met en place un comité de suivi avec tous les partenaires, en particulier les familles, et propose des critères d'évaluation suivis dans la durée. Cela garantit ainsi la maîtrise du projet par les élus, au bénéfice des élèves et de leurs familles. Avec cette circulaire, nous avons également réaffirmé que l'élaboration du PEDT est une démarche qui doit être davantage accompagnée par l'État. Il permettra aux élus de proposer à chaque enfant de leur commune un parcours éducatif cohérent et de qualité avant et après l'école. Pour aller plus loin, comme vous le souhaitez, à juste titre, les groupes d'appui départementaux apporteront conseils et accompagnement au plus près du terrain, notamment pour les maires des petites communes et des communes loin des lieux de ressources, je veux dire les communes rurales. Par ailleurs, la ministre de l'Éducation nationale a demandé aux recteurs et aux DAZEN d'organiser des réunions avec les associations d'élus pour les informer et leur faciliter la tâche. Enfin, le travail d'apport de ressources de mutualisation se matérialisera, comme vous l'avez souhaité, dans la banque de ressources en ligne annoncée dans la circulaire. Celle-ci verra le jour d'ici la fin du mois de janvier et s'enrichira progressivement. Et effectivement, comme vous l'avez encore proposé, Madame la sénatrice, nous ferons connaître les bonnes pratiques, les idées simples, peu coûteuses,
qui sont mises en place sur le territoire national et adaptées à la spécificité de chaque territoire. C'est absolument essentiel. Nous avons fixé un objectif ambitieux, 100% de communes couvertes par un PEDT d'ici la fin de l'année et nous travaillons avec détermination pour atteindre cet objectif. Merci. Pour la réplique, la parole est à notre collègue Corinne Brouchot. Nous maîtrisions un peu le temps, voilà. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, merci de cette réponse qui me satisfait totalement. Et je voulais dire que peut-être les événements dramatiques de ces dernières semaines peuvent nous conduire à réfléchir pour les enfants à des activités qui sont des activités qui peuvent avoir lieu collectivement, posément, utilisation d'Internet, lecture de la presse et des activités qui sont plutôt basées sur de la convivialité, de la coopération, plutôt que basées sur de la compétition. Et donc, je pense que c'est quelque chose que l'on peut retenir. Et en tout cas, un retour du terrain, même s'il y a eu des difficultés dans certains endroits, pour l'essentiel, dans le département du Maine-et-Loire, des trouvailles ont été faites et ça fonctionne plutôt bien. Donc, j'espère que c'est aussi encourageant partout. Je vous remercie, Madame la Ministre. Merci. La parole est maintenant à notre collègue Michel de Squarnec pour le groupe communiste républicain et citoyen. Vous avez la parole, mon cher collègue. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Penser un projet pour l'école, c'est penser un projet pour la société, pour son avenir. Beaucoup reste à faire pour plus et mieux d'écoles. Des changements devaient être opérés, mais le défi de répondre aux inégalités culturelles et éducatives est encore loin d'être gagné. Après 2 années au moins en partie dans certaines communes, il serait opportun et instructif de dresser un premier bilan des activités proposées dans le cadre d'étapes afin d'y examiner l'implication des équipes enseignantes, l'appréciation et la participation des parents. Comptez-vous établir dès la fin de cette année une première évaluation du dispositif? Par ailleurs, cette réforme a impacté les collectivités tant au niveau organisationnel que financier. Le coût médian de 3 heures d'activité périscolaire s'élèverait à au moins 150 € par enfant et par an, avec des variations selon les territoires, à l'image des îles ou des zones de montagne. Pour eux, les difficultés budgétaires se conjuguent avec celles géographiques. Le fonds d'amorçage, même pérennisé, ne suffira pas aux communes déjà exsangues ou surtout les plus pauvres, même si les mutualisations dans certains secteurs ont été un premier élément de réponse. Que comptez-vous faire pour que simplement nos territoires puissent assurer convenablement cette mission de service public et surtout ne pas creuser de nouvelles inégalités, ce qui serait dramatique? Quel est l'apport du tissu associatif local? Que dire aussi de la situation d'emploi et de rémunération des personnels recrutés pour quelques heures? Encadrer les enfants nécessiterait une formation adaptée et rétribuée à sa juste valeur. Quel espoir pouvez-vous donner à tous ces acteurs qui agissent en faveur de la réussite de nos enfants? Pourriez-vous nous informer sur les modalités d'exercice de leur mission et de contrat? Ma dernière question portera sur l'évaluation du bénéfice scolaire de cette réforme. Même s'il est un peu tôt pour tirer des conclusions définitives, quel profit pour l'apprentissage et la réussite des enfants? Ne fallait-il pas peut-être envisager une réforme plus globale, mieux concertée et plus respectueuse des rythmes de vie des enfants? Je vous remercie. Merci. Pour vous répondre, la parole est à Madame Geneviève Fioraso. Vous avez la parole, Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénatrices et sénateurs. Monsieur le sénateur Michel de Squarnec, merci tout d'abord d'avoir rappelé que les réponses à amener à nos problèmes de société et aux actes dramatiques, tragiques qui nous ont frappés en ce début d'année sont d'ordre global. Je crois que c'est important de le rappeler, même si aujourd'hui nous allons nous concentrer sur des questions éducatives qui sont quand même au cœur de l'avenir de la société, puisqu'elles concernent les enfants. Donc dès avril 2013, puisque vous avez parlé d'évaluation, un comité national de suivi des rythmes scolaires a été installé afin que nous puissions établir au plus tôt, mais dans un délai tout de même raisonnable, avec le recul raisonnable, les critères d'évaluation et identifier les effets positifs, mais aussi les points d'amélioration et les points de blocage à lever. Ce comité devrait être remis à la ministre courant février. Ce sera d'ailleurs le second rapport d'étape. Au-delà, le ministère de l'Éducation assure, via les recteurs, le suivi de l'impact des nouveaux rythmes scolaires sur les pratiques pédagogiques des enseignants, avec l'appui de l'inspection générale, ainsi que l'évaluation des expérimentations mises en place au titre du décret dit Hamon. Un pilotage resserré avec les partenaires de l'éducation nationale, le ministère de la Jeunesse, le ministère de la Famille et la CNAF est également mis en place. Plusieurs recherches sont initiées d'ailleurs avec l'Institut français d'éducation et l'École d'économie de Paris sur les plans des PEDT, sur l'impact de la réforme sur le travail des parents et sur les effets des nouvelles organisations du temps scolaire.
En matière d'impact sur l'emploi local, un point que vous avez souligné, nous ne disposons pas encore de données consolidées, donc suffisamment crédibles. On estime le besoin en emploi entre 75 000 et 200 000 afin de répondre aux demandes croissantes des collectivités. Les temps libérés sur la semaine ou le recours à des groupements d'employeurs ou à l'intercommunalité favorisent d'ailleurs les emplois à temps plein. Il y a évidemment une forte attente en termes de formation et de qualification. Le nombre de personnes s'orientant vers une qualification non professionnelle comme le BAFA, mais aussi vers des qualifications professionnelles d'animateurs augmente très significativement. Mon collègue Patrick Kanner, ministre de la Ville, a initié un travail pour faciliter davantage encore l'accès aux diplômes professionnels de l'animation pour les jeunes. C'est donc une filière d'avenir et un débouché. Conclure, Madame la Ministre. Oui. Qu'il s'agisse d'estimation de coût de la réforme ou d'appréciation de son impact, les données sont encore parcellaires car déclaratives. Il faut donc être prudent. Le temps de l'évaluation est un temps nécessairement long alors que la réforme n'est généralisée que depuis moins de 6 mois. Mais le Premier ministre a annoncé un premier point d'évaluation de la réforme en juin 2015 sur les plans pédagogiques, sur le plan de l'emploi et sur le plan des ressources consacrées. Bien, pour vous répondre, la parole est à Michel de Squarnec, brièvement, puisque... Merci, Monsieur le Président. Juste quelques mots pour ajouter. Donc, merci pour vos précisions, Madame la Ministre. J'ai fait une tournée des vœux des maires dans mon département et beaucoup de maires se sont félicités d'avoir réussi à mettre en place de manière concertée au niveau local. Il y a eu tout de même des inquiétudes par rapport au financement à exprimer dans toutes les communes et également sur le doute par rapport à l'efficacité. La fatigue des enfants a été évoquée dans beaucoup d'endroits. Certains disent que les enfants paraissent plus fatigués qu'avant. Donc tout ceci devrait faire partie de l'évaluation. Par contre, tout le monde reconnaît que de la culture en plus, du sport en plus, ce sont théoriquement des facteurs de réussite scolaire. Et je crois moi-même, j'étais enseignant, beaucoup au sport, aux activités culturelles et des travaux manuels pour les enfants. Maintenant, il faut bien gérer le temps. On sait aussi... C'est ce qu'il faut qu'on gère, mon cher collègue, maintenant. Comment? J'ai pas entendu. Gérer le temps. Gérer le temps. Oui, voilà. Alors là, ça me coupe. Il y a donc la réussite scolaire au bout qui est la plus importante. Et donc, tout doit être fait pour que nos enfants réussissent. Et vous savez bien, aujourd'hui, c'est encore plus vrai qu'hier. Et jour après jour, mettons en œuvre la devise de la République, liberté, égalité, fraternité. Et ça dépend de chacun d'entre nous. Merci. La parole est à notre collègue, Madame la Présidente Françoise Cartron, pour le groupe socialiste. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre et mes chers collègues. Les événements dramatiques que nous venons de vivre ont mis en lumière l'urgente nécessité de remettre au cœur de l'école, qui elle-même est au cœur de notre société, l'enseignement des valeurs républicaines, la connaissance de la laïcité, l'exercice de l'esprit critique et la pratique de la tolérance. Nous le savons, la réforme des rythmes scolaires, outre la réorganisation des temps d'apprentissage, a pour ambition de proposer aux élèves une ouverture sur le monde complexe qui les entoure, une ouverture citoyenne, culturelle, environnementale ou sportive. Il est à noter qu'aujourd'hui, l'Association des maires de France, par la voix de son président, recommande d'inscrire dans les axes des PEDT l'acquisition des valeurs républicaines. Mais nous le savons, la qualité des intervenants, la qualité des ateliers et des activités proposées sont déterminantes pour le succès de cette réforme et des ambitions qu'elle porte. Madame la ministre de l'Éducation nationale évoquait la semaine dernière de nouvelles mesures afin de permettre que l'école soit plus accessible aux initiatives de tous les acteurs. Je partage cet objectif et pense qu'il y a là une place tout à fait essentielle pour les associations de jeunesse et d'éducation populaire. Or, nous le savons, toutes les associations se trouvent aujourd'hui confrontées à des difficultés certaines de fonctionnement. Ma question est donc la suivante. Face à ce formidable défi de permettre au nouveau rythme scolaire d'être un outil efficace au service de la construction et de l'épanouissement des enfants, quel accompagnement renforcé pour les associations dont l'intervention se révèle pertinente et indispensable en complémentarité avec le remarquable travail des enseignants? Pour vous répondre, vous avez la parole, Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénatrices, sénateurs. Madame la sénatrice Françoise Cartron,
Alors il faut le reconnaître jusqu'à présent, même si ce n'est pas le cas partout. Les associations ont encore été trop peu mobilisées en appui aux activités périscolaires. Pour prendre en compte leur volonté forte de participer à la généralisation des PEDT et pour leur assurer une meilleure visibilité, l'ensemble des correspondants départementaux du collectif des associations partenaires de l'école publique apparaîtront dans le cadre de la banque des ressources en ligne mise en place d'ici la fin du mois pour les élus locaux. Ce collectif regroupe environ 22 associations d'éducation populaire et des mouvements pédagogiques présents sur le territoire. Ils pourront ainsi mobiliser localement leur ingénierie d'accompagnement et de formation en lien avec les groupes d'appui départementaux animés par les services de l'État. Cette action partenariale doit être soutenue par des moyens financiers. Il y a évidemment ceux des collectivités et notamment grâce à la contribution de l'État, mais également ceux du ministère de l'Éducation nationale lui-même, qui priorise dans les conventions pluriannuelles d'objectifs conclues avec les grands réseaux associatifs la mise en place d'une ingénierie et d'une offre pour les activités périscolaires. D'autres moyens peuvent être mobilisés sur des actions spécifiques. Ainsi, dans le cadre du programme d'investissement d'avenir, un appel à projet doté d'une enveloppe de 20 millions d'euros sera consacré à l'apprentissage du numérique et au discernement, notamment par rapport à Internet, un sujet très important dans la période et de manière générale. Vous l'avez dit aussi, nous avons besoin d'enseigner et de faire vivre les valeurs de la République, la citoyenneté, la laïcité. L'État a tout son rôle à jouer et l'école a un rôle moteur à jouer. La ministre a présenté aujourd'hui même ses orientations à l'issue de 15 jours de consultation et a fait part d'une mobilisation exceptionnelle de tous les partenaires de l'école de la République. Enfin, l'Association des maires de France, reçue par la ministre, a appelé les maires à inscrire dans les axes des PEDT l'acquisition des valeurs républicaines. Le président du réseau des villes éducatrices l'a dit également. Ce travail doit être prolongé dans les territoires avec les élus, avec les associations pour passer véritablement à la phase opérationnelle. Un amendement a été annoncé par la ministre ce matin de 10 millions d'euros aux associations pour toutes ces actions périscolaires qui auront trait à la citoyenneté et à l'apprentissage de la laïcité. Plusieurs initiatives associatives existent donc. Nous devons aller plus loin et nous le ferons ensemble. Madame Cartron, ma chère collègue. Ministre, merci pour ces informations. Merci à Madame la ministre de l'Éducation nationale de prévoir justement cet accompagnement spécifique pour ces associations regroupées dans cette structure de CAP, parce que à la fois elles apportent, comme vous l'avez dit, l'ingénierie pour la construction des projets PEDT et l'accompagnement nécessaire des maires et des petits maires, en particulier de communes rurales, mais elles ont aussi la possibilité de mobiliser des intervenants pour lesquels nous avons toute garantie, et ça c'est important, par rapport à justement l'action qui sera la leur auprès des jeunes enfants pour véhiculer justement et faire partager ces valeurs républicaines que nous remettons au cœur de notre projet de l'éducation nationale et de l'enseignement pour tous les enfants. Merci. Merci ma chère collègue. La parole est maintenant à Madame Françoise Gatel pour le groupe Union des démocrates et indépendants. Union centriste, vous avez la parole, ma chère collègue. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, mes chers collègues, je voudrais porter ici la voix des élus locaux à qui l'État a imposé la mise en place de la réforme des rythmes scolaires et nul ne saurait mettre en cause l'engagement conséquent des maires dans l'éducation des enfants de France. Il faut reconnaître que la réforme des rythmes scolaires a été mise en place de manière précipitée et sans étude d'impact préalable et qu'elle contribue à creuser des inégalités flagrantes entre, d'une part, les écoles qui sont dotées de moyens humains et financiers et, d'autre part, celles qui ne le sont pas, et également à accroître la fracture territoriale entre le milieu rural et le milieu urbain. À ce titre, je regrette vivement que les interventions de mes collègues alertant le gouvernement lors de ce projet n'aient été entendues, notamment à l'occasion des débats sur la refondation de l'école. Dans la mesure où la proposition de Mesdames Catherine Morin-Desailly et Françoise Férat de consacrer l'année 2013-2014 à une expérimentation n'a pas été retenue, il me semble aujourd'hui absolument indispensable qu'une mission d'évaluation de cette réforme, sous le contrôle de la Commission des affaires culturelles, puisse être lancée dans les meilleurs délais. En outre, en tant que présidente de l'association départementale des maires d'Ille-et-Vilaine, je suis interpellée, Madame la Ministre, par des questions extrêmement concrètes et extrêmement pratiques sur la faisabilité des initiatives. En Ille-et-Vilaine, l'URSSAF a adressé à certaines communes une précision sur les conditions de recours à des intervenants extérieurs
de type auto-entrepreneur ou même association. L'URSSAF a indiqué à ses maires que ce recours était impossible sous la forme d'honoraires, puisqu'en fait, il y a un lien de subordination entre la commune et ses auto-entrepreneurs ou ses intervenants, puisque c'est la commune qui fixe les conditions d'intervention, les programmes, et également met à disposition les locaux. Donc, Madame la Ministre, beaucoup de maires de France ont essayé d'être très novateurs dans les activités qui sont mises en place et ont recours à des activités extérieures pour proposer des programmes de qualité. Si l'interprétation de l'URSSAF d'Ille-et-Vilaine est confirmée, ceci veut dire, Madame la Ministre, que nos collègues ne pourront plus faire appel à ces intervenants puisque leurs interventions seront requalifiées en tant que travail salarié, vont donc augmenter les charges de 45%. Donc, Madame la Ministre, il est extrêmement important qu'au-delà des objectifs louables de cette réforme, nous ayons des réponses concrètes. Merci, Madame la Ministre. Bien, je demande à tout le monde de contracter son temps parce que je souhaite que les 9 orateurs puissent passer. Bien, Madame la Ministre. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, sénatrices, sénateurs, Madame la sénatrice Françoise Gatel. L'enjeu de l'évaluation de cette réforme des rythmes scolaires est évidemment essentiel. Elle a été mise en place avec un double objectif, améliorer les apprentissages fondamentaux chez les élèves et réduire les inégalités sociales dans l'accès aux activités périscolaires. D'ailleurs, la commission sénatoriale de la culture, de l'éducation et de la communication y travaille dans le cadre plus global de l'évaluation de la loi de refondation de l'école de la République et je salue ce travail commun à Madame Morin-Desailly et à Madame Ferrat. Dès avril 2013, un comité national de suivi des rythmes scolaires a été installé sous la présidence de la rectrice de Lyon, en y associant tous les partenaires, y compris les partenaires de la recherche. Avec eux, une grille de critères a été mise en place qui permet d'évaluer la réforme sous toutes ses facettes. C'est un travail qui est long, je l'ai dit tout à l'heure, puisque l'observation et l'évaluation ne peuvent s'inscrire que dans la durée pour illustrer des effets significatifs. Il fallait attendre que les dispositifs soient stabilisés sur le terrain. Vous avez également, par ailleurs, sur le plan pédagogique, ça répond à une question précédente, les retours des 4000 premières communes à avoir mis en place les rythmes en 2013 nous ont permis d'apprécier tout de même que les apprentissages fondamentaux étaient mieux positionnés au moment où la capacité d'attention des élèves était la plus vive et que la matinée supplémentaire donnait effectivement de la souplesse aux enseignants, aux équipes éducatives. Vous avez soulevé un second problème liés au statut des animateurs qui interviennent dans les activités périscolaires et qui ont opté pour le statut d'auto-entrepreneur. C'est une difficulté juridique qui n'avait pas été anticipée et que nous avons soumise à Madame Carole Delga, ma collègue du commerce et de l'artisanat. Ces services juridiques se penchent sur le sujet pour nous donner une réponse satisfaisante et éviter évidemment un surcoût pour les communes, comme vous l'avez signalé, notamment de l'URSSAF, quant à ce personnel qui, pour être auto-entrepreneur, n'en est pas moins très qualifié. J'allais le faire, Monsieur le Président. Dès que nous aurons le retour, je ne manquerai pas de vous en tenir informé. Pour répliquer en quelques secondes, Madame. Absolument, Monsieur Gatel. le Président. Je compte vraiment sur une réponse précise, Madame la Ministre, parce que cette question venant d'Ille-et-Vilaine est, je crois, une question qui sera généralisée à l'ensemble du territoire et elle est extrêmement importante. Merci. Merci. La parole est maintenant à notre collègue Catherine Tremblay pour le groupe Union pour un mouvement populaire. Vous avez la parole, ma chère collègue. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, après les incidents liés à la minute de silence dans les établissements scolaires, je me dois de commencer mon propos en rappelant que la place primordiale qu'occupe l'école dans notre République. S'il est nécessaire de réaffirmer que la mission de notre école est d'instruire les enfants et de les accompagner sur le chemin de la citoyenneté, cela exige obligatoirement la transmission du respect des valeurs républicaines, le respect de la France. Un préalable qu'il faut également réaffirmer, c'est le respect des enseignants. Ces derniers ont besoin d'être soutenus, épaulés, écoutés. Il faut rétablir la relation maître-élève, mais aussi gommer les différences à l'école. La situation est grave. C'est la raison pour laquelle le groupe UMP du Sénat, très réactif, a demandé la création d'une commission d'enquête sur les menaces qui pèsent sur l'école de la République. Venons-en au sujet du jour, les rythmes scolaires. Gommer les différences à l'école, disais-je, Madame la Ministre, il y a quelques secondes. Eh bien, après un premier bilan d'étape, on peut dire que l'objectif recherché par les nouvelles activités périscolaires, qui se voulaient lutter contre les inégalités sociales, tendent dans presque un tiers des communes françaises à les accentuer.
Faute d'un financement adapté au coût réel de ce nouveau service imposé aux communes, puisqu'entre 63 et 175 € restent à la charge des communes par an et par enfant selon une récente enquête de la CNAF en coopération avec l'Association des maires de France, eh bien 29% de celles-ci prévoient des activités payantes, fréquentées par seulement 35% en moyenne des élèves, c'est-à-dire ceux dont les parents peuvent payer les activités. Et que dire des écoles où n'est organisée que de la garderie, ou encore celles où rien du tout n'est organisé après les cours? Où est l'égalité des chances? Vous vantez les mérites des nappes, mais pour les communes qui n'ont vraiment pas les moyens de les organiser, qu'allez-vous faire, Madame la Ministre? La parole est à Madame la Ministre pour répondre à Madame Tremblay. Merci Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénatrices et sénateurs, Madame la sénatrice Catherine Troendle. J'ai effectivement bien entendu les objectifs que vous avez annoncés, les grands objectifs cadres, et je crois pouvoir dire, pour avoir assisté à la conférence, participé à la conférence de presse de la ministre de l'Éducation nationale ce matin, que vous avez les mêmes objectifs. La conclusion de votre préalable sera un peu différente dans la mesure où nous ne souhaitons pas en rajouter un climat anxiogène qui ne serait pas bon d'ailleurs pour l'éducation des enfants, mais que nous souhaitons apporter, comme vous, je le pense, des solutions constructives et au contraire ressusciter l'espoir, puisque c'est bien de cela qu'il s'agit, pour assurer la réussite des enfants et de tous les enfants de tout milieu, comme vous l'avez dit, Madame la sénatrice. Je vous en remercie. En ce qui concerne les coûts des activités périscolaires, j'ai vu, comme vous, les analyses des coûts qui ont été publiées par l'AMF ou la MGVF et qui affichent des surcoûts pour les communes par rapport aux aides de l'État. Nous ne pouvons pas le nier. C'est pourquoi l'État était présent dès 2013 pour accompagner les communes à travers le FARS, en plus des aides existantes, et désormais à travers le fonds de soutien aux communes. Ce fonds est désormais pérennisé. Ce fonds est pérennisé comme s'y était engagé le Premier ministre. Depuis la généralisation de la réforme, je le rappelle, ce sont 400 millions d'euros qui ont été programmés chaque année dans le budget de l'État pour soutenir les communes. Ce niveau d'aide est reconduit. C'est l'assurance, je crois, qu'attendaient les élus et à laquelle le gouvernement a répondu, avec le soutien d'ailleurs de votre Haute Assemblée. À travers cette aide, vous le savez, nous avons aussi choisi d'aider davantage les communes les plus en difficulté. Une aide spécifique de 40 € par élève et par an s'ajoute ainsi à l'aide forfaitaire pour les communes de l'outre-mer et celles classées en DSU et en DSR cible. Au-delà de l'État, la branche famille est également mobilisée. À compter de 2015, ce sont 250 millions d'euros annuels qui sont prévus dans le budget de la CNAF. L'accompagnement de l'État n'est pas seulement financier. Nous avons engagé un vrai dialogue avec toutes les associations d'élus locaux, dont l'Association des maires ruraux, pour accompagner la réforme et pour introduire les assouplissements nécessaires à sa mise en œuvre efficace et égalitaire sur tous les territoires. Merci Madame Tremblay, ma chère collègue. Oui, très rapidement, Monsieur le Président, Madame la Ministre, je vous remercie de cette réponse. Je voudrais simplement vous rappeler que si effectivement ce fonds a été pérennisé, c'est grâce aux moult relances qui ont été faites par le groupe UMP, par les élus du groupe UMP, tout particulièrement par une proposition de loi que nous avions déposée, qui n'avait obtenu aucun écho de la part du gouvernement, mais finalement le gouvernement a dû plier et Monsieur le Premier ministre a dû annoncer qu'il y a effectivement une pérennisation et on vous en félicite, c'est effectivement ce qu'on a attendu. Pour autant, Madame la Ministre, vous n'avez absolument pas répondu à quels sont les objectifs recherchés en finale pour les petites communes qui aujourd'hui n'ont pas les moyens financiers de faire et qu'avec même cette aide-là, elles n'arriveront pas à mettre en place. Où est l'égalité des chances? Merci ma chère collègue. La parole est maintenant à notre collègue Françoise Laborde pour le groupe du Rassemblement démocratique et social européen. Vous avez la parole. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. La question des rythmes scolaires a été largement et régulièrement abordée sur nos bancs. Les spécialistes des rythmes de l'enfant s'accordent sur les bienfaits d'un retour à la semaine de 4 jours et demi. Néanmoins, la question du financement des activités périscolaires par les collectivités se pose encore. La loi de finances pour 2015 a pérennisé le fonds d'amorçage, devenu un véritable fonds de soutien aux communes et aux EPCI. Cet effort doit cependant être mis en perspective avec la baisse globale des dotations aux collectivités et avec le coût réel des activités périscolaires pour ces dernières. Mais ma question pose sur un aspect bien précis, autour du décret 2014-1320 du 3 novembre 2014.
Ce dernier définit, à son article 1er, l'accueil de loisirs extrascolaires comme celui qui se déroule les jours où il n'y a pas d'école et l'accueil de loisirs périscolaires comme celui qui se déroule les jours où il y a école. Cette distinction est source de difficultés pour certaines collectivités. En effet, dans de nombreux cas, les activités périscolaires en lien direct avec les écoles sont du ressort des communes, alors que les activités extrascolaires relèvent de l'intercommunalité avec l'objectif de mutualisation de ces missions. Une application stricte de ce décret aurait des conséquences fâcheuses. Par exemple, les enfants dans les communes sans accueil périscolaire se verraient privés d'activités le mercredi après-midi. Ma question est donc simple. Comptez-vous assouplir les conditions d'application du dit décret afin de permettre aux collectivités d'organiser au mieux l'articulation entre ces deux temps? Je vous remercie. Oui, comme ça. Pour vous répondre, la parole est à Madame la ministre. Vous avez la parole, ma chère. Madame la ministre, peut-être un jour collègue. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs les sénatrices et sénateurs, Madame la sénatrice Françoise Laborde, la généralisation de la réforme des rythmes scolaires conduit désormais à appliquer un régime différent, vous l'avez dit, aux accueils périscolaires et aux accueils extrascolaires, notamment au niveau des taux d'encadrement des enfants. Le décret du 3 novembre dernier, qui a été longuement concerté avec les associations d'élus, a précisé que l'accueil de loisirs périscolaires est celui qui se déroule les jours où il y a école. Les accueils jusqu'alors organisés les mercredis après-midi sont donc passés de la catégorie extrascolaire à la catégorie périscolaire et bénéficient donc des dispositions réglementaires spécifiques dès lors qu'ils sont organisés dans le cadre d'un projet éducatif territorial. C'était une mesure de souplesse attendue des élus qui nous demandaient depuis plusieurs mois ces mesures de simplification. Ce faisant, cette modification a pu avoir à certains endroits un impact sur la répartition des compétences entre les communes et les EPCI. Il faut rappeler que nous sommes là dans le champ des compétences facultatives des communes et des EPCI. Ce n'est donc pas la loi qui fixe la répartition de compétences, mais bien les élus eux-mêmes en fonction de leurs besoins et de leurs contraintes qui peuvent donc les faire évoluer. Je n'ignore pas que des élus ont été surpris et ont manqué de temps pour s'organiser et anticiper les changements. Toutefois, il ne s'agit pas de créer des zones d'incertitude qui sont autant de questionnements sur la responsabilité des uns et des autres. Notre objectif avec le ministre Patrick Kanner consiste bien à aider les élus à organiser au mieux les activités périscolaires. Nous avons aussi conscience que l'année scolaire étant déjà très avancée, les organisations mises en place ne peuvent être bousculées facilement. Nous donnerons donc avant la fin du mois de janvier des consignes aux préfets pour qu'ils répondent de façon pragmatique et fassent preuve de souplesse sur le maintien des organisations en place jusqu'à la fin de cette année scolaire. Mais nous demandons que ce temps, d'ici le mois de juin, soit mis pleinement à profit pour que dans les territoires concernés, les élus redéfinissent les responsabilités de chacun et en particulier concernant la prise en charge des enfants le mercredi après-midi. La démarche des PEDT, activement soutenue par l'État, invite évidemment à cette réflexion qui devra aboutir avant la rentrée scolaire prochaine. Merci. La parole est à notre collègue Françoise Laborde. Merci. Madame la ministre, vos propos viennent d'apporter, je pense, une réponse satisfaisante aux interrogations de nombreuses collectivités. Et donc, bien sûr, cette réponse sera largement diffusée. Et dans ma réplique, je souhaite attirer votre attention sur les conséquences du décret du 7 mai 2014 qui a permis et qui permet des assouplissements adaptés aux réalités locales. Ainsi, certaines communes ont fait le choix d'organiser les activités périscolaires sur 2 après-midi à hauteur d'1h30. Par contre, d'autres groupent les 3 heures sur la seule après-midi du vendredi après-midi. Donc, les réserves exprimées par certains chronobiologistes de cet aménagement est complètement contraire à l'esprit de la réforme et il a entraîné l'absence de certains enfants dont les parents substituent un enseignement religieux aux activités périscolaires ou tout simplement la tentation de partir 2 jours et demi en week-end. Je vous remercie. Merci. La parole est maintenant à Monsieur le questeur Dominique Bailly pour le groupe socialiste. Vous avez la parole, mon cher collègue. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, la France, notre République laïque, a été visée en ce début d'année par des attaques terroristes et je crois que la séance d'aujourd'hui est l'occasion de rappeler que l'école est, doit être le lieu de transmission de ces valeurs, de nos valeurs de la République pour nos futurs citoyens que sont nos enfants. Le gouvernement a mis en œuvre cette réforme des rythmes scolaires qui a pour objectif, oui, d'améliorer les apprentissages de tous les élèves, mais aussi de lutter contre les inégalités scolaires.
Je crois sincèrement que ces nouveaux rythmes peuvent être un outil au service de la grande mobilisation de l'école pour les valeurs de notre République, qu'évoquait notre collègue, liberté, égalité, fraternité, que Mme Vallaud-Belkacem appelle de ses vœux et que je crois, sur tous ces bancs, nous relayons. J'en viens à présent au cœur de ma question. Au cours de l'examen du budget 2015, oui, vous l'avez évoqué, ma chère collègue, la pérennisation du fonds d'amorçage a été actée par le gouvernement, ainsi que la nécessité, bien sûr, de mettre en place un projet éducatif territorial. Je souhaite donc, Madame la ministre, vous interroger sur 3 points, rapidement, Monsieur le Président. Premier point, concernant l'accompagnement financier de l'État. Si le fonds de soutien est versé aux communes assez rapidement, 1 tiers en fin d'année civile, 2 tiers en fin d'année scolaire, les versements de la CAF interviennent, eux, après plus d'1 année, donc en décalage, et pouvant entraîner, oui, des problèmes de trésorerie pour certaines communes. Pouvez-vous, Madame la Ministre, m'indiquer les pistes d'amélioration en la matière? Deuxième point, concernant l'élaboration des PEDT, je vous en parle d'expérience pour l'avoir mis en place dans ma commune. C'est un outil indispensable, mais oui, lourd à mettre et à construire. Le ministère a dernièrement adressé un courrier aux maires, les assurant de la mobilisation des services territoriaux de l'État. En la matière, pouvez-vous préciser la nature et les modalités de cet accompagnement, Madame la Ministre? Je conclus. Troisième point, concernant les recrutements des animateurs. Là aussi, retour du terrain, il peut y avoir quelques difficultés pour les communes de jongler entre un besoin de souplesse, c'est normal avec toute cette diversité des thématiques, mais aussi les règlements inhérents à la fonction publique en matière de recrutement. Le ministère dispose-t-il d'éléments de remontée de terrain sur les bilans en la matière? Je vous remercie de votre attention. Pour vous répondre, la parole est à Madame la Ministre. Merci Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénatrices et sénateurs, Monsieur le sénateur Dominique Bailly. Je voudrais vous remercier tout d'abord d'avoir souligné que les services de l'État se sont attachés à verser rapidement les aides aux communes. Pour l'exercice 2014-2015, ce sont près de 22 600 communes qui ont reçu dès la fin du mois d'octobre, pour acompte, près de 124 millions d'euros et 256 millions d'euros seront versés dans le courant du mois de mars prochain. Je connais les incompréhensions qui se sont exprimées vis-à-vis de la CNAF, mais je veux aussi vous dire que depuis cet été, elle a engagé la simplification de ces dispositifs et elle a allégé le nombre de pièces justificatives à fournir. Nous travaillerons encore avec sa direction pour apporter, s'il le faut, de nouvelles réponses de simplification aux élus qui le demandent. Concernant l'accompagnement mis en place par l'État, nous avons, avec Patrick Kanner, demandé aux services de l'État d'apporter conseil et accompagnement au plus près du terrain, en privilégiant particulièrement les maires des petites communes et des communes rurales. Ce sera le rôle des groupes d'appui départementaux que nous avons réactivés et renforcés. La semaine dernière, le ministère de l'Éducation nationale a demandé aux recteurs d'académie et aux DAZEN d'organiser des réunions avec les associations d'élus pour bien connaître leurs attentes et leurs besoins et y répondre de la façon la plus précise possible. Accompagner les élus, c'est aussi leur apporter de nouvelles ressources et porter à leur connaissance les bonnes idées qui ont émergé au cours de ces derniers mois. C'est ce travail d'apport, de ressources et de mutualisation, Monsieur le Sénateur, qui se matérialisera, notamment dans la banque de ressources en ligne déjà évoquée. Les maires pourront aussi trouver une aide à la rédaction et à l'ingénierie des PEDT. Enfin, concernant le recrutement des animateurs, je suis consciente qu'avec la montée en charge rapide de la réforme, le recrutement d'un grand nombre d'animateurs n'a pas toujours été facile. Les besoins sont très importants. Les chiffres le plus souvent cités varient de 75 000 à 200 000 emplois. Notre préoccupation est à la fois de répondre aux demandes des collectivités qui veulent recruter et de veiller à la qualité de l'emploi, laquelle est étroitement liée aux organisations mises en place localement. Il y a une forte attente en termes de formation et de qualification. Le nombre de personnes s'orientant vers une qualification non professionnelle comme le BAFA, mais aussi vers des qualifications professionnelles d'animateurs augmente significativement. Mon collègue Patrick Kanner a d'ores et déjà initié un travail pour faciliter l'accès au diplôme professionnel de l'animation pour les jeunes. Un travail est conduit également avec le CNFPT pour que nous puissions répondre au mieux et plus rapidement aux attentes des employeurs locaux en termes de qualification et de formation professionnelle au service de la réussite des enfants. Pour une brève réplique, Monsieur le questeur Bailly. Moi, je voudrais saluer la réactivité du gouvernement. Ben oui, une telle réforme qui a bouleversé... Je ne peux pas répondre, Monsieur le Président. Oh.
Manifestez votre volonté. Une telle réforme, bien sûr, elle a bouleversé certaines habitudes et donc elle a engendré naturellement des difficultés d'application. Et oui, je voudrais saluer la réactivité du gouvernement qui, point après point, essaie de répondre pour accompagner les maires, les élus locaux, car, et je conclus, lorsqu'il y a la volonté politique, la réussite est au bout du chemin, mes chers collègues. Merci. La parole est à notre collègue Jean-François Husson pour le groupe Union pour un mouvement populaire. Madame la ministre, tenir son temps pour Madame la ministre, mes chers collègues, dans ces heures graves pour notre République, nous devons regarder les choses en face, la réalité des faits, avec une grande lucidité. C'est dans le gouvernement républicain que l'on a besoin de toute la puissance de l'éducation, je cite Montesquieu. Oui, l'école est aujourd'hui en première ligne pour faire vivre notre République. Oui, de nombreuses réponses sont d'abord éducatives. Concernant la réforme des rythmes scolaires, nombreuses sont les questions que j'avais soulevées il y a un an auprès de M. Peillon, à être restées sans réponse. Était-ce bien là le chantier prioritaire à ouvrir? Que d'énergie dépensée et de perturbations créées, et pour quels résultats? Contrairement à l'ambition affichée, cette réforme se révèle clairement porteuse d'inégalités entre les territoires. Le fonds de soutien désormais pérennisé, après un long combat, n'est destiné qu'aux communes qui mettent en place des activités. Qu'est-il alors prévu pour les communes qui n'en ont pas les moyens matériels ou rencontrent de réelles difficultés? Le fonds de soutien est conditionné à l'existence d'un projet éducatif de territoire. Ce document, dont je souligne l'intérêt et la valeur, peut néanmoins être extrêmement difficile à élaborer pour certaines communes. Un accompagnement local est-il prévu afin qu'elle ne soit pas pénalisée à la prochaine rentrée? Quelle importance donnerez-vous dans ces PEDT à l'apprentissage des valeurs qui fondent notre pacte républicain? Et je pense notamment, bien sûr, à la laïcité, mais aussi au respect ou à la fraternité. Apprentissage dont j'estime qu'il relève d'abord de la responsabilité de l'État et pour lequel nous devons être collectivement plus exigeants, en permettant notamment aux enseignants d'être mieux formés pour réagir aux difficultés qu'ils rencontrent. Enfin, et pour permettre de repartir du bon pied et de s'engager dans la bonne direction, il est nécessaire d'évaluer rigoureusement et objectivement cette réforme. Faut conclure. Comment avez-vous prévu d'évaluer sa mise en place? Coût de la réforme, mobilisation des financements, intérêt de la mise en place des activités en maternelle et analyse des raisons pour lesquelles certaines communes n'ont pu accéder à ces activités. Et enfin, quelle évaluation de son impact réel et quelles améliorations constatées pour les enfants à la fin du primaire? Bien, Madame la Ministre. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénatrices et sénateurs, Monsieur le sénateur Jean-François Husson, je ne vais pas revenir sur la pertinence ou non de la réforme. La pertinence a été avérée. Je vous ai dit les premiers outils, les premières étapes d'évaluation ont montré un progrès dans l'acquisition de connaissances et nous aurons une connaissance parfaite de l'évaluation d'ici le mois de juin. Le Premier ministre s'y est engagé devant l'Association des maires de France. J'ai bien noté la crainte de certains élus locaux, c'est vrai, il ne faut pas la nier, que l'outil des projets éducatifs territoriaux soit complexe parfois à mettre en place. Nous avons mis tous nos efforts, le ministère, ses services, les partenaires ont mis leurs meilleurs efforts pour simplifier l'outil, surtout pour qu'il puisse être adapté aux spécificités de chaque territoire. Des outils d'accompagnement en ingénierie ont été mis en place, je l'ai dit. Il va y avoir un dispositif en ligne qui va permettre de peut-être mettre à jour 5 ou 6 modèles différents et qui seront applicables avec des spécificités. Mais moi, ce qui me diffère peut-être de votre état d'esprit, c'est que moi je fais confiance dans l'intelligence collective des élus locaux parce que je sais qu'ils sont convaincus, surtout à la lueur des événements tragiques qui sont déroulés ce mois-ci, qu'il faut agir sur l'école, qu'il faut agir dans le temps périscolaire, qu'il faut agir auprès des enfants pour qu'ils s'imprègnent davantage des principes républicains, des principes de laïcité, et je sais qu'ils auront à cœur de réussir ce dispositif. Loin de tout préjugé, loin de toute idéologie, ils ont envie que cela marche. Et notre administration, nos administrations mettront toute la souplesse nécessaire, elles l'ont déjà fait, toute leur capacité d'adaptation pour que cette mise en œuvre soit possible sur l'ensemble des territoires ruraux, urbains, périurbains. Alors, sur le suivi en ligne, j'allais dire, mais au fil de l'eau, évidemment, nous avons mis en place tout un système dans les rectorats avec les DAZEN pour
collecter au fur et à mesure tous les éléments qui seront analysés et communiqués d'ici le mois de juin. Je voudrais simplement dire un mot sur la formation des enseignants parce que très brièvement, Monsieur le Président, et je comprends que vous ayez envie que peut-être je sois un peu bref. Non, j'ai envie que tout le monde passe. D'accord, je vous remercie Monsieur le Président, mais tout de même, la formation par le comportement, par le contact avec les élèves et par la professionnalisation avait été largement réduite et abîmée lors du quinquennat précédent. Donc nous l'avons rétabli et nous l'avons rétabli avec tout le soin et la pluralité nécessaire. L'acquisition disciplinaire, mais aussi l'acquisition qui est hors discipline, j'allais dire, qui est dans le contact, dans l'apprentissage de la citoyenneté des enfants. Et c'est bien cela que nous voulons inculquer aux enseignants dans les écoles supérieures de formation des enseignants qui se mettent en place aujourd'hui avec des moyens supplémentaires et surtout un état d'esprit différent. Monsieur Husson, brièvement. Oui, Madame la Ministre, au titre de l'intelligence collective, d'abord je veux souligner l'implication des associations d'élus, que ce soit autour du président de l'AMF, notre collègue François Baroin, de Caroline Cailleux pour les villes de France. Simplement, parfois, les élus ne voient pas tout à fait le lien entre la réforme dite des rythmes scolaires et le fait que 4 écoliers sur 10, à la fin du primaire, sortent sans acquis de qualité des fondamentaux ou que 150 000 de nos jeunes sortent du système éducatif sans qualification. C'est une des questions importantes. Puis la deuxième, elle est aussi importante, c'est qu'on voit aujourd'hui que la conception de l'éducation comme mission partagée s'affirme progressivement. Et pourtant, la décentralisation éducative est marquée par un partage de compétences dont la clarté ne nous paraît pas évidente. Et je voudrais enfin vous dire, ne gâchons pas ensemble l'énergie de la chaîne éducative parce que votre ministère, enfin celui de la ministre que j'aurais eu plaisir à accueillir, est d'abord aussi peut-être celui de l'instruction publique. Merci mon cher collègue. La parole est à notre collègue Daniel Chassaing pour le groupe Union pour un mouvement populaire. Vous avez la parole mon cher collègue. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. La question des rythmes scolaires a fait bien sûr l'objet de bien des polémiques. À titre personnel, en tant que maire d'une commune rurale, je les ai mis en place au début. Ça n'a pas été facile, bon, je le regrette pas, bien que cela présente tout de même un coût de 150 € par enfant et par an. Cela, bien sûr, s'ajoutant à la diminution annoncée de la DGF de 30% aux communes. En tant que président d'une association départementale de maires, j'ajouterai un département rural ou très rural. Un certain nombre de questions me sont remontées de la base. Je les résume en 3 questions, une interrogation. La première concerne les très petites communes territoriales et les regroupements pédagogiques intercommunaux, RPI, qui ont parfois du mal à mettre en œuvre le plan éducatif et qui, de ce fait, ne reçoivent rien puisque l'aide de l'État est conditionnée au PEDT. Deuxième question, la deuxième est qu'il en est de même si le PEDT ne comporte pas de projet éducatif concret et détaillé, ce qui est très difficile pour une petite commune. La troisième concerne la LSH, l'accueil de loisirs sans hébergement. Si une commune n'en possède pas, eh bien, il n'y a aucune aide de la CAF. Ma question est donc la suivante, Madame la Ministre, comment régler ces problèmes? Enfin, ma seconde interrogation est, je pense, commune à tous ceux qui siègent dans cet hémicycle, cela a été dit. Le gouvernement entend-il pérenniser les 50 € obtenus par la mobilisation de l'AMF au-delà de 2015? Merci, Madame le Ministre, de votre réponse. Merci, Madame la Ministre, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénatrices et sénateurs. Monsieur le sénateur Daniel Chassaing, d'abord je voudrais vous remercier de votre propos liminaire qui était sincère, qui émane d'un élu de terrain qui dit que bien qu'étant dans un secteur rural, oui, il a pris la peine dès le début de monter un projet malgré les difficultés. Je vous remercie. Alors, je vais commencer peut-être par votre dernière question. Comme s'y était engagé le Premier ministre lors du dernier congrès de l'AMF, nous avons pérennisé le fonds d'amorçage et l'engagement pris par le Premier ministre et la ministre de l'Éducation nationale a été tenu. Celui-ci est devenu dans la loi de finances pour 2015 le fonds de soutien aux communes pour l'organisation des activités périscolaires. Donc vous pouvez rassurer les communes et les élus qui vous ont posé cette question quant à la pérennisation de l'aide de 50 €.
Au total, c'est donc, je le rappelle, un engagement de 400 millions d'euros pour 2014-2015. Et les communes qui mettent en place un accueil de mineurs déclarés peuvent également percevoir l'aide de la CNAF de 54 €. Comme vous le rappeliez, le Parlement a retenu le principe du conditionnement de l'aide de l'État à la signature d'un PEDT. Mais encore une fois, on n'est pas dans une procédure bureaucratique unique pour tous et nous saurons nous adapter aux configurations spécifiques. En territoire très rural, si on nous montre une photographie de l'existant avec une marge d'adaptation et de progression dans le temps, eh bien naturellement, cela sera accepté. Je crois qu'il faut avoir du bon sens et avoir le souci de l'efficacité finale plutôt que d'avoir une procédure unique réglementaire et qui soit la même pour tous les territoires, ce qui ne serait pas du tout adapté et qui ne nous aiderait pas à atteindre l'objectif poursuivi. Donc je veux vous rassurer, oui, il ne sera pas nécessaire d'avoir un PEDT très détaillé pour certaines communes rurales. Nous accepterons un plan, encore une fois, avec une marge de progression et des objectifs identifiés et mesurables. C'est ce qui nous permettra d'ailleurs. Oui, c'est ce qui nous permettra d'augmenter le nombre de communes rurales que vous serez avec nous persuadés de mener leur projet éducatif territorial parce que c'est possible et surtout parce que c'est utile pour les enfants et que notamment les principes, encore une fois, de laïcité, d'éducation civique, d'appartenance à la République pourront y être dispensés très utilement. Je vous remercie d'y contribuer, Monsieur le Sénateur. Monsieur le sénateur de la Corrèze, allez-y pour quelques secondes. Merci, Monsieur le Président. Donc, je souhaite que les 50 € soient pérennisés au-delà de 2015, bien sûr. Et vous avez dit, Madame le Ministre, un outil souple. J'espère que ce sera le cas pour que les petites communes puissent en bénéficier, ce qui est loin d'être le cas actuellement. En tout cas, vous avez dit qu'il y aurait des réunions au niveau des recteurs et des associations des maires de France. Nous ne manquerons pas, bien sûr, de le faire part aux recteurs. Merci. Merci, Madame la Ministre. Merci de votre présence. Mes chers collègues, l'ensemble des questions ont pu être transmises et ça n'est qu'un début. Je vais maintenant suspendre la séance. Elle sera reprise à 16 h pour la suite de l'examen du projet de loi. Voilà pour cette séance de questions cribles thématiques consacrée aujourd'hui à la question des rythmes scolaires. Pendant 45 minutes, vous avez pu entendre Geneviève Fioraso, secrétaire d'État à l'enseignement supérieur et à la recherche, répondre aux sénateurs. Alors les événements du début du mois de janvier ont été évidemment très présents dans cette session. Certains sénateurs, comme la sénatrice socialiste Françoise Cartron, ont demandé à la ministre de mettre les valeurs républicaines au cœur de l'école. Geneviève Fioraso a rassuré la sénatrice en lui rappelant le vaste plan annoncé ce matin par Najat Vallaud-Belkacem et Manuel Valls, intitulé « École et laïcité ». Tous les acteurs seront associés pour évidemment mettre les valeurs républicaines au cœur de l'école. Autre question qui a pu être abordée, le problème des inégalités entre les communes. Certaines communes n'ont pas les moyens financiers de mettre en œuvre ces activités périscolaires qui coûtent, je vous le rappelle, 150 € environ par enfant et par an. Alors c'est le cas de Madame Catherine Troendlé, l'UMP Catherine Troendlé, qui a reproché à la ministre d'avoir des zones qui sont complètement soumises à une inégalité dans l'application des rythmes scolaires. La ministre s'est défendue en rappelant que le fonds de soutien aux communes avait été pérennisé. On a débloqué 400 millions d'euros par an pour les communes, a rappelé la secrétaire d'État, insuffisant pour l'UMP. Cela ne suffira pas à permettre aux communes qui n'ont pas les moyens matériels d'assurer ces temps périscolaires. Enfin, de nombreux sénateurs ont demandé un bilan pour mesurer l'effet de l'application des rythmes scolaires sur les communes. Geneviève Fioraso se refuse à faire un bilan dans l'immédiat. Il est beaucoup trop tôt, dit la secrétaire d'État. En revanche, elle veut rassurer les sénateurs en rappelant que sur les 4000 premières communes qui ont appliqué les rythmes scolaires, les enseignements fondamentaux sont mieux assimilés, mieux positionnés et les élèves plus attentifs. Voilà ce qu'il fallait retenir de ces questions cribles thématiques. Pour ma part, je vous retrouve à 18 h pour la reprise de la séance de l'examen du projet de loi NOTRe, nouvelle organisation territoriale de la République, par les sénateurs. Très bonne journée à vous sur les chaînes parlementaires.